RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour chers auditeurs de RCN, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Citoyens au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie. Bonjour Sylvie. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Luc, notre technicien préféré. D'ailleurs, voilà, c'est lui qui nous enregistre tout le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on aborde rarement. On va parler de la c'est surtout toi qui vas parler de la géolocalisation. Exactement. Je vais parler des risques cachés à découvrir. Vous imaginez une carte numérique qui trace vos pas, révélant vos lieux préférés, vos habitudes et vos voyages. La géolocalisation. Ça, c'est d'ailleurs ton GPS, ça. Offre commodité et information. Bien sûr que c'est mon GPS. Tous les dimanches, il te dit que tu vas à l'EHPAD voir ma mère. Exactement. Ou bien le mercredi, il me dit aussi voilà, que je viens ici. Voilà, que tu viens ici. Oui, et puis c'est aussi justement un volet qui est obscur et a plein de risques potentiels. Plongeons dans les ombres de la géolocalisation pour comprendre les menaces sous-jacentes qui peuvent compromettre, je dis notre vie privée, et je dis votre vie privée et votre sécurité en ligne. La géolocalisation peut exposer bien plus que votre emplacement physique. Elle peut également révéler des aspects sensibles de votre vie. Alors là, c'est bien parce que dans le sujet, il y a plein de mots en anglais, tu vas te régaler. Ouais, mais ils sont pas trop compliqués, ceux-là. Alors, il y a en premier l'attaque du stalking. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ouais, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les agresseurs peuvent utiliser la géolocalisation pour traquer des individus, connaître leurs habitudes et leurs routines, mettant ainsi en danger leur sécurité. Comme tu en parlais tout à l'heure, mon GPS sur ma voiture. Voilà, il te dit d'aller, il te donne le trajet. Je ne pourrais pas aller à quelque part sans que tu le saches, puisqu'ils veulent me marquer. Mais alors là, ça veut dire, par exemple, s'ils connaissent nos habitudes, par exemple, si des personnes mal intentionnées arrivent à connaître nos habitudes, peuvent à la limite en profiter pour venir cambrioler l'appartement à la maison. On va voir ça. C'est dangereux, ça. Alors, ça peut aussi être le vol d'identité, c'est-à-dire la divulgation d'informations sur la localisation peut aider les criminels à construire un profil détaillé, facilitant le vol d'identité et les attaques ciblées. Alors, il y a aussi le homejacking numérique. Ouais, t'as raison, c'est pas trop compliqué, ça. Ça, c'est le partage de ton emplacement en temps réel qui pourrait potentiellement révéler quand vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas chez vous, quoi. Exposant votre domicile à des cambrioleurs potentiels. Voilà, tu vois, c'est... Voilà. Il y a également le cyberharcèlement. C'est les informations de géolocalisation qui peuvent être utilisées pour cibler des individus en ligne, amplifiant le risque de harcèlement ou d'intimidation. D'accord, on sait que vous avez été là, donc on appuie sur ce petit truc. Je sais pas, moi, des personnes qui vont dans des lieux, je dirais pas un peu interdits, mais voilà. Donc on s'en sert pour les intimider. Ou un monsieur qui va voir une autre dame. Oui, oui, par exemple. Mais il y a des dames qui vont voir d'autres messieurs aussi. Oui. Alors c'est un partage involontaire, c'est-à-dire que les applications et les médias sociaux peuvent involontairement révéler votre emplacement si les paramètres de confidentialité ne sont pas correctement configurés. Ça fait peur. Moi, je vais ça fait peur. Hein. Je vais redonner mon téléphone, je vais retourner à l'âge de pierre. Et puis il y a aussi la fraude à l'assurance. Il y a des assureurs qui pourraient utiliser les données de géolocalisation pour évaluer vos habitudes de conduite, affectant potentiellement votre prime d'assurance. Alors, la géolocalisation... Ah oui, parce que par exemple, même pour quand on dit, par exemple, il y a certaines assurances, si on fait moins de kilomètres, etc., machin, s'ils peuvent déterminer qu'en fait, on fait plus que les kilomètres qu'on a dit, mais ils peuvent peut-être aussi... Ou si tu as l'habitude de passer par des endroits dangereux. Voilà. Donc, après l'émission, je redonne mon smartphone et je vais à pied. Exactement. La géolocalisation peut être aussi un outil puissant
qui peut être utilisé doit être utilisé avec précaution. En comprenant les risques potentiels, vous pouvez prendre des mesures pour protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne. Contrôlez les paramètres de géolocalisation de vos appareils, partagez avec discernement et choisissez la sécurité numérique tout en explorant le monde physique et virtuel. Alors, on va reparler des risques. Hein. Oui. Aujourd'hui, la majorité des applications sur smartphone utilisent ce système de géolocalisation. C'est applications sportives, livraison de repas, supermarchés ou réseaux sociaux. Ils sont nombreux à solliciter la géolocalisation des utilisateurs. C'est comme ça que on sait que on va. Voilà, c'est vrai que par exemple, pour la livraison par exemple de repas, c'est vrai que si je suis pas les géolocalisés, j'aurais peut-être pas le même choix dans par rapport aux livreurs, etc. Puisqu'il y a des propositions qui sont faites justement par rapport au lieu où tu es. C'est ça. Voilà. Alors, attention, toutefois, le partage des informations de localisation n'est pas sans danger pour ses utilisateurs. En effet, il présente un bon nombre de risques contre lesquels il convient de se prémunir. Les données de localisation sont associées à d'autres données personnelles, peuvent être dangereuses. Les données de localisation peuvent être utilisées par n'importe quelle personne pour pouvoir analyser des faits et gestes et ainsi mener à des fraudes, telles que l'usurpation d'identité ou même un vol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en 1995 que la géolocalisation devient opérationnelle avec l'apparition des premiers systèmes GPS. On estime aujourd'hui que 71% des internautes ont déjà utilisé la géolocalisation. Le principe se distingue par deux moyens, la localisation de l'information ou la localisation de l'utilisateur. Alors que la localisation de l'information est utilisée comme une recherche par localisation, par exemple bar à Marseille, la localisation d'un utilisateur permet de le localiser lui-même sur un plan, localisation pour une prestation de taxi par exemple. Moi je sais que par exemple, alors j'avais activé la localisation quand j'étais une fois dans le train, on était arrêté en pleine campagne, on ne savait pas pour combien de temps, donc je l'ai activé pour savoir. Oui, tu m'avais dit. Voilà, après avec le plan où j'étais, quoi. Mais je l'avais enlevé après. Hein. Alors, la géolocalisation repose sur différents moyens pour fonctionner. Il y a le satellite, le GSM, le Wi-Fi, l'adresse IP ou la triangulation avec une antenne 3G. Alors, voilà, tous les systèmes. Tout ce qui est utilisé pour faire fonctionner. Aujourd'hui, de nombreuses applications utilisent la localisation pour fonctionner. La géolocalisation offre de nombreux avantages aux entreprises. Elle permet de cibler les clients, de recommander des lieux ou des activités à proximité et de proposer des achats groupés. Les réseaux sociaux comptent également parmi les plus grands utilisateurs de la géolocalisation. Là, ils ont oublié quelque chose. C'est aussi pour les entreprises savoir où sont leurs chauffeurs, leurs livreurs. Ah oui. C'est comme ça que tu téléphones dans une entreprise pour te plaindre que tu n'as pas été livré. Et eux, ils savent exactement où se trouve où est passé le... Alors, il y a la géolocalisation et la loi. Ça, c'est important. Elle interdit la collecte d'informations privées par l'intermédiaire de la surveillance d'une personne sans son consentement. Ainsi, toute infraction ou utilisation inappropriée de données de localisation peut amener une entreprise ou un individu vers une procédure judiciaire. Il faut quand même savoir ça. Oui, mais après, il faut peut-être aussi arriver à prouver ce qui s'est passé. Bah oui, mais même si l'utilisation d'un système de localisation par satellite est désormais une pratique courante, le traçage de position doit toutefois tenir compte de la loi dans son application. En effet, les entreprises souhaitant avoir recours au système de géolocalisation doivent pouvoir en informer clairement l'internaute et obtenir son consentement, et peut également permettre à l'internaute de choisir le niveau de géolocalisation et de revenir sur son consentement à tout moment. Voilà, il y a quand même des choses qui sont... Voilà. Bah, c'est sûr qu'en même temps, c'était quelque chose qui n'existait pas avant, donc la loi, elle n'était pas équipée pour pouvoir contrer tout ça, quoi. Alors là, tu viens de nous faire peur, hein. Donc maintenant, comment moi, je peux protéger ma vie privée et ma sécurité donc, avec les données de localisation ? Alors il existe deux bonnes pratiques pour se protéger des dangers de cette géolocalisation.
Il y a désactiver la géolocalisation si celle-ci n'est pas indispensable. Ouais, si je me sers de mon téléphone que pour téléphone, voilà. Je peux dire de la supprimer. Complètement. Il y a aussi... Alors, il faut quand même savoir, c'est que la géolocalisation, elle est couramment activée par défaut. C'est-à-dire que quand tu achètes ton smartphone, généralement, la géolocalisation, elle est activée. Oui. C'est donc à ce moment-là... oui, puis on ne te dit pas, quand tu l'achètes, on ne dit pas... Bah, je sais pas, alors est-ce qu'ils prennent le truc de dire les personnes sont au courant? Alors peut-être la nouvelle génération, mais qui fait peut-être pas non plus forcément attention. Moi je sais que, je sais plus pour quelle raison j'avais eu à aller voir tout ce qu'il y avait dedans, etc. Mais autrement, je m'étais jamais posé la question de savoir si par défaut mon téléphone était géolocalisé. Hein. Alors, il y a aussi éviter d'afficher sa localisation sur les réseaux sociaux. Bah, il est courant de partager sur les réseaux sociaux ses voyages et expériences en direct. Cette localisation-là, elle peut exposer ta position par rapport à l'arche publique. Hein. Dont les personnes, à l'arche publique, oui. Dont les personnes qui ont des intentions malveillantes. Hein. Voilà. Alors ça, c'est vrai qu'on le fait, enfin même moi, ça m'arrive quelquefois de le faire. C'est par exemple, quand j'étais le congrès HLM, quand j'avais pris le train le matin à Metz où il était hyper tôt, j'avais fait une photo sur le train avec la destination, etc. Et j'avais marqué que j'étais gare de Metz, etc. Et voilà, alors bon, je disais pas combien de temps je partais, mais c'est vrai que je l'avais quand même fait de marquer que j'étais gare de Metz pour un départ sur Montpellier, quoi. Alors justement, donc ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Justement, parce que ces informations pourraient être exploitées à des fins d'espionnage, de cambriolage ou d'atteinte à la sécurité. Donc, pour protéger votre vie privée, privilégiez le partage d'images et de publications sans indiquer précisément où est-ce que vous êtes. Ou optez pour un décalage temporel. Ah oui, c'est-à-dire que je décale un peu pour qu'on ne sache pas à quel moment j'y ai... Enfin, qu'en temps réel, j'y suis, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant comme ça, tu peux partager tes découvertes, mais en réduisant considérablement les risques d'intrusion. Alors, il y a quelque chose qui est assez important, là, c'est comment les hackers, et donc souvent des proches... Voilà, ça fait flipper. peuvent utiliser la géolocalisation pour vous suivre. Alors, il est important de savoir que la géolocalisation détournée n'est pas seulement le fait de hackers professionnels. Dans la plupart des cas, elle est exploitée par des proches ou des connaissances, parfois à des fins de surveillance, de jalousie ou même d'intimidation. Moi, j'aime bien, c'est la surveillance et la jalousie. Mais ça, par contre, je connaissais. Alors, comment ça peut se produire, ces choses-là? Alors, les applications malveillantes reproduisent un outil courant pour suivre les déplacements d'une personne, souvent déguisé en applications inoffensives, comme des outils de météo ou des applications de fitness. Elles accèdent à la géolocalisation une fois installées. Un proche, alors famille, ami, conjoint, ex-conjoint, collègue de bureau, peut facilement installer l'une de ces applications sur les téléphones de la victime en acceptant les autorisations demandées sans vérifier. La victime permet un suivi constant de ses mouvements. Cette surveillance peut inclure d'autres données sensibles comme l'historique de navigation ou les appels. C'est ça, c'est mon GPS de voiture, c'est ça, hein? Ça me fait trop rire, ça. Ça te fait rire, mais des fois, ça fait pas rire tout le monde. Hein. Il y a le partage de localisation via des liens de traçage. Un simple lien envoyé par une personne de confiance peut contenir un dispositif de traçage. Ce lien, souvent déguisé en message inoffensif, envoie en temps réel la position de la victime. En cliquant, la personne partage sa localisation sans le savoir. Certains dispositifs permettent même un suivi continu et restent invisibles pour la victime. Donc là, on est dans l'ex-conjoint et dans la jalousie. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de protéger la localisation pour protéger votre sécurité.
Alors, la géolocalisation, comme on l'a dit, présente des risques qui dépassent largement le cadre de la cybersécurité classique. En protégeant votre vie privée, vous vous prémunissez aussi contre les abus potentiels de votre entourage. Désactivez la géolocalisation quand elle n'est pas indispensable et limitez le partage de votre position sur les réseaux sociaux. Ces actions-là sont essentielles. Dans les faits, pour bloquer la localisation d'un téléphone, que ce soit sur un iOS ou un Android, il suffit de configurer quelques éléments sur l'appareil et sur son navigateur. Par sécurité, il est également recommandé d'utiliser un VPN pour masquer son IP et protéger ses données. Là, tu m'as perdu. Utiliser un VPN pour masquer mon IP. Il faudra peut-être développer à un moment donné. Il faudra développer tout ça. Alors, comment empêcher la géolocalisation de son smartphone, iOS ou Android, directement sur son téléphone ou sa tablette ? Il y a 2 façons de bloquer la géolocalisation de son appareil. D'une part, il est possible de configurer plusieurs éléments de son mobile et d'autre part, il faut faire très attention dans l'utilisation de son navigateur. Ces solutions n'empêchent pas toutes les formes de géolocalisation, mais assurent à l'abonné un peu plus de respect de sa vie privée. Je dirais tout simplement, si vous ne savez pas faire, vous mettez votre téléphone en... Ah oui, il y a quelque chose de radical, c'est de mettre en mode avion. Mode avion, voilà. Mais là, si tu es en mode avion, du coup, tu reçois plus rien. Tu reçois plus rien. T'es tranquille. Et après, tu redonnes... c'est un choix. Tu redonnes définitivement ton... Mais alors, dans le cas de la jalousie... Il y a plusieurs systèmes. Dans le cas de la jalousie, si tu mets ton téléphone en mode avion, la personne qui veut te surveiller va s'apercevoir que ton truc, il fonctionne plus. Donc, c'est une... T'es encore plus jalouse. Ça ne va pas arranger le problème. Alors, je peux donner pour un smartphone et pour un Android... On ouvre le menu rapide en haut de l'écran. On appuie sur localisation pour griser l'option. À noter que dans beaucoup de situations, la marche à suivre n'est pas la même en fonction du système d'exploitation. Bloquer la localisation sur Android demande moins d'étapes que pour un appareil fonctionnant en iOS. Toutefois, il reste tout à fait possible de changer la localisation sur son iPhone. Ah ouais, donc je suis à Nancy et je dis que je suis exactement. À Rennes. Ouais. Alors pour désactiver... Pourquoi Rennes, je ne sais pas. C'est parce que c'est à l'opposé. C'est à gauche. C'est la Bretagne qui te... C'est la Bretagne, ça va être ça. Et pour désactiver la géolocalisation sur un iPhone ou un iPad... C'est pas un iPad, un iPad. Un iPad. iPad. On ouvre l'application réglage, puis on va aller dans votre nom, cliquer sur localiser, puis sur localiser l'appareil pour désactiver. Ensuite, valider le mot de passe associé à l'identifiant Apple, et ensuite appuyer enfin sur désactiver. Voilà. Moi, j'en dirai pas plus, mais après, je pense que... Après, si on n'arrive pas, il faut se faire aider, là. Oui, mais je pense que... En tout cas, pour tromper la géolocalisation, à l'aide d'un VPN, c'est pas simple non plus. Mais quand on veut vraiment le mode avion... Oui, non, mais voilà, mode avion. Et puis c'est vrai que si on a vraiment... si on ne sait pas et qu'on a envie de faire, on peut aussi trouver de l'aide, soit... Et puis, il y a suffisamment de... Il y a toutes les associations qui font même de l'informatique. Enfin, quand il y a des ateliers quelquefois informatiques, il y en a qui font des sessions spéciales smartphone. Voilà. Donc, maintenant, on a fait peur à tout le monde. Ben, moi, je pense que... On va se poser la question, est-ce que je suis surveillée ou pas ? Voilà. Je pense que en tout cas, important. ce qui est important, déjà dans un premier temps, c'est de ne pas se géolocaliser pour ne pas aussi permettre qu'on arrive chez nous parce qu'on sait qu'on n'y est pas, quoi. Et c'est le truc des personnes qui partent en vacances et qui mettent sur les réseaux sociaux, demain je pars à tel endroit pour tant de temps. Là, c'est le meilleur moyen d'avoir une visite dans son appartement, sa maison, pendant notre absence, quoi. Je pense qu'il fallait en parler, il fallait en être conscient. Oui, tout à fait, oui. Parce que, franchement... c'est les nouvelles technologies, donc c'est des nouvelles possibilités aussi de nous atteindre, quoi. Des fois, on est surpris. Je pense à des contacts qu'on peut avoir par téléphone. Quelqu'un qui... moi, j'avais jamais eu contact avec Henri Maire, les vins Henri Maire. Mm-hmm. Ils ont bien eu connaissance, quand même, que j'étais amateur de vin. Mm-hmm. Et le truc que je suis en train de penser, alors je ne l'ai plus maintenant qui s'affiche, mais j'ai dû désactiver quelque chose sans le faire exprès. C'est vrai que quand quelqu'un m'appelait, même si c'était quelqu'un que je connaissais pas, s'affichait l'endroit depuis lequel il m'appelait.
Et même, il n'y avait pas l'adresse précise, mais il y avait la commune, etc. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie, je crois qu'on va parler maintenant d'un sujet qui te concerne beaucoup. Tu es très, très, très penché sur les expulsions. Penché. C'était dit comme ça. Les auditeurs vont se dire, elle est là à scruter, elle va expulser des personnes. Non, mais bon. Non. Tu es très, très, très concerné par ça. Voilà, oui, tu sièges, effectivement. Je siège pour la CLCV, à la sous-commission CAPEX, donc c'est la prévention des expulsions, et c'est pas seulement le fait de dire on expulse pas. Oui, il faut bien l'expliquer, ça. Voilà. C'est la recherche Les gens croient que l'expulsion, ça se fait comme ça, voilà. tout seul. Non, il y a vraiment tout un truc. Et puis, c'est vraiment la recherche de solutions pour éviter justement l'expulsion. Donc là, concernant les expulsions, je vais vous parler de la trêve hivernale qui a démarré comme tous les ans le 1er novembre et qui se terminera comme tous les ans le 31 mars. Et donc là, le 31 mars 2025. Ces dates, c'est pas des dates prises par hasard, c'est tous les ans les mêmes dates, et c'est l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette période de 5 mois qu'on appelle la trêve hivernale ? C'est une période au cours de laquelle, sauf exception, aucune expulsion ne peut être mise à exécution. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a reçu un ordre de quitter l'appartement ne peut pas être expulsé pendant cette période. Par contre, le propriétaire, alors que ce soit un propriétaire privé ou que ce soit un propriétaire de logement social, peut poursuivre ou même entamer donc une procédure devant le juge des contentieux de la protection, notamment donc pour le non-paiement des loyers, pour des nuisances. C'est important de dire ça parce que il y a des propriétaires qui effectivement disent de toute façon on ne peut pas l'expulser pendant cette période, donc on ne va rien faire. Voilà. On va attendre la fin de la trêve hivernale. Voilà. Mais non. Les procédures pour se faire payer les loyers qui ne sont pas payés ou les charges, ou même par rapport à des nuisances, ça aussi, parce qu'on pense toujours à expulsion par rapport à des nuisances, mais il peut y avoir quelquefois des expulsions par rapport à des nuisances. Alors c'est pas le voisin qui va faire un peu trop de bruit la nuit ou je ne sais trop. Non, c'est vraiment des nuisances graves qui viennent vraiment entacher la tranquillité, la sécurité des voisins. Donc l'expulsion pourra, pendant cette période, entre le 1er novembre et le 31 mars, elle pourra être prononcée, mais elle sera suspendue et reportée donc à partir au 1er avril. Quelques rappels donc sur la procédure d'expulsion. Les règles d'expulsion sont les mêmes pour une location vide, c'est-à-dire l'appartement qui est loué sans rien du tout, ou une location meublée, dans lesquelles vous allez trouver donc les meubles, lits, tables, etc., mais également de la vaisselle, etc. C'est ça une location meublée. Donc toute procédure d'expulsion doit être obligatoirement mise en œuvre par un huissier de justice. Commissaire de justice. Eh oui, mais alors toi, tu m'as écrit huissier. Moi, j'ai écrit... Moi, c'est pas de ma faute. Je lis qu'est-ce qui est écrit. C'est pas de ma faute non plus. T'as fait un copier-coller. Exactement. Voilà. Mais c'est pour ça que je réagis. Un commissaire de justice. Pour dire qu'effectivement, ce n'est pas un huissier. Ça n'est plus, le nom, c'est plus huissier, c'est commissaire. Donc, toute procédure d'expulsion doit être obligatoirement mise en œuvre par un commissaire de justice, lequel ne peut pas se présenter au logement entre 21h et 6h du matin. Ça, c'est l'article 59 du Code de procédure pénale. L'expulsion illégale est un délit. Le fait de forcer un tiers à quitter les lieux qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues à l'article L153.1 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ça te rappelle le dossier qu'on a eu là, du propriétaire qui à Malzéville voulait, avec perte et fracas, virer sa locataire. Voilà. Et puis, par contre, on a déjà vu même des reportages, etc., où pendant l'absence du locataire, le propriétaire est venu, a vidé tout l'appartement, a mis toutes les affaires à la déchetterie, et quand le locataire est rentré, il n'y avait plus rien. Que ce soit des affaires personnelles, mais que ce soit également, par exemple, des papiers, des justificatifs, des factures et tout
tout était parti à la déchetterie. Donc ça, c'est interdit. Oui. Et même si c'est regrettable qu'un locataire ne paye pas son loyer, parce que ça met à mal aussi c'est un délit, voilà, c'est un délit de pas payer son loyer. Voilà, ça met à mal le propriétaire, mais le propriétaire ne peut pas se faire justice lui-même, quoi. Non, mais il n'empêche qu'en vidant, comme tu le dis, là, en faisant justice soi-même, ce propriétaire s'était mis là devant une situation grave. Puis quelquefois, bon là, le reportage auquel je pense, il l'avait fait pendant que le locataire était absent. Il y a quelquefois, le locataire est là et ils sortent aussi manu militari le locataire qui n'a pas payé, quoi. Donc ça peut être aussi grave parce que ça peut aussi aller beaucoup plus loin dans des problèmes, je dirais, de coûts, etc., quoi. Alors, il y a des exceptions à l'expulsion. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais. Alors, il y a plusieurs exceptions qui sont prévues par la loi à la suspension des expulsions. Donc, les locataires qui bénéficient d'un relogement adapté à leurs besoins et à la composition de leur famille, assurés dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Alors ceux-là peuvent être, on peut leur dire de quitter les lieux et d'aller là où on leur a donné, un nouveau logis. Alors peuvent être, je dirais, expulsés également les locataires qui sont logés dans un immeuble touché par un arrêté de mise en sécurité. Il est bien évident que si un immeuble menace de s'écrouler, c'est jamais marrant de devoir quitter rapidement le logement sans pouvoir emporter toutes ses affaires. Mais il vaut quand même mieux le faire plutôt que de rester à l'intérieur et de risquer de se prendre la maison sur le coin de l'œil. On voit récemment un bâtiment sur Marseille, là, si le nécessaire avait été fait. Voilà, donc c'est vrai que ça ne plaît pas toujours aux locataires de devoir partir comme ça. Ça s'est produit dernièrement, c'était Grand Rue, à Nancy, où des locataires ont été priés de sortir parce qu'il y avait un arrêté, je pense, de mise en péril ou quelque chose comme ça. Mais bon, il vaut mieux partir que de mourir dans l'appartement. Donc, les exceptions donc, à la suspension des expulsions, c'est également les conjoints, époux, partenaires de Pacs ou concubins ayant commis des violences familiales et dont l'expulsion du domicile a été ordonnée par un juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que si vous tabassez, un homme tabasse sa femme et qu'il y a un juge aux affaires familiales qui lui a intimé l'ordre de partir, eh ben, il est prié de partir même si ça se trouve pendant la période de la trêve hivernale. Et c'est normal. Les squatteurs, par exemple, qui sont entrés dans le domicile illégalement, donc à l'aide de manœuvres, de menaces, voies de fait ou contraintes, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, ceux-là sont pareils, ne sont pas protégés par la trêve hivernale. Il y a également les squatteurs entrés illégalement dans un lieu autre que le domicile, par exemple un terrain, un garage, toujours pareil, avec l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Donc ceux-là peuvent être quand même délogés de là où ils sont rentrés sans avoir le droit. Alors, pendant la trêve hivernale, peuvent aussi être expulsés les occupants de locaux spécialement destinés aux habitations d'étudiants lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'occupation du logement. C'est-à-dire que l'étudiant qui n'est plus étudiant, il n'a plus à être dans ce logement-là, et même s'il s'y trouve pendant la trêve hivernale, eh ben, il peut être délogé, quoi. Alors, il y a aussi une particularité, c'est pour les départements et les régions d'outre-mer. Alors, on parle de la Guadeloupe, de la Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion. Il y a une trêve cyclonique qui peut s'appliquer, les dates variant selon les départements. C'est vrai que, il n'y a pas les mêmes risques dans ces départements et régions d'outre-mer, donc forcément, c'est normal que ce soit adapté, quoi. Alors, ce qui est important maintenant, tu vas peut-être pouvoir nous dire quelles sont les solutions aux impayés et aux expulsions. Parce que la plupart du temps, les expulsions, c'est parce que les loyers n'ont pas été payés. Voilà. Et pourtant, tu sais qu'on arrive à des expulsions, qu'on a du mal à expulser des personnes qui ont surtout des fois avec des sommes importantes. Moi, j'ai vu, par exemple, en sous-commission CAPEX, des dossiers qui étaient à 20 000 € pas payés, quoi. Donc, alors, je dirais, par exemple, un bailleur social arrive mieux à gérer parce que son budget est plus important qu'un bailleur
privé. Mais c'est vrai qu'un bailleur privé qui a quelquefois le bailleur privé d'un emprunt à rembourser concernant ce logement, il doit quand même, lui, parce qu'il ne peut pas dire à sa banque je ne peux pas vous rembourser parce que mon locataire ne me paye pas, donc il est obligé de rembourser son emprunt et pour autant son loyer ne rentre pas. Donc là, ça pose problème. Donc se faire aider, alors moi je dis, il y a se faire aider, puis il y a déjà même les premières démarches envers son bailleur. C'est-à-dire que quand on a une impossibilité, mettons même passagère, de payer, c'est déjà de voir aussi avec son bailleur, son propriétaire, déjà de l'informer de la situation. Ça, c'est déjà le premier truc, c'est de l'informer, de discuter aussi avec le propriétaire et d'essayer de trouver avec, et notamment, je pense aux bailleurs sociaux, parce que les bailleurs sociaux, on dit souvent, oui, de toute façon, ils expulsent. Ils expulsent plus que les bailleurs privés, parce qu'ils ont aussi beaucoup plus d'appartements. Mais les bailleurs sociaux font quand même un vrai travail pour ne pas expulser leurs locataires, quoi. Donc il y a vraiment, il va y avoir par exemple des différents services qui vont intervenir. Ils ont aussi quelquefois des services aussi avec des assistantes sociales, etc., qui peuvent accompagner les locataires. Et en plus, un locataire qui n'arrive plus à payer peut aussi aller voir aussi son CCAS, peut aller voir une assistante sociale du conseil départemental dans les maisons les MDS. Les maisons départementales. Mais voilà. tu as des propriétaires qui ne font aucune démarche. Tu te rappelles bien que oui, mais moi là, je parlais des locataires, ouais. moi. Non, mais oui. Tu parles des locataires qui ne payent pas le loyer, et comment on peut solutionner. Mais l'année dernière, j'ai eu un dossier avec un propriétaire, ça faisait 3 ans. 3 ans. Et qui n'osait pas. Et qui n'avait pas touché de loyer. Et il ne savait pas quoi faire. Et puis qui n'osait pas vraiment parce qu'il se disait s'il y avait une expulsion, la personne n'aurait plus rien. Mais c'est pas forcément non plus aider les personnes, les locataires, de se retrouver dans un impayé qui dure et qui dure et qui dure, quoi. C'est pas. Et là, il se retrouvait avec une somme d'une telle importance. Et puis en plus de ça, il comptait lui aussi dessus pour vivre. Ah c'est ce que je disais. Par exemple, quand il y a en plus même un emprunt. Quelquefois aussi, pour se faire aider par son bailleur, quelquefois le bailleur social va aussi proposer un logement qui sera plus adapté. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans un logement social, il va rentrer parce qu'il correspond à la composition de sa famille correspond à la typologie du logement et ses ressources également. Quelquefois, je dirais au bout de 20 ans, les enfants qui étaient là ne sont plus là. Donc l'appartement peut se retrouver trop grand, donc se retrouver aussi trop cher. Et ça peut être intéressant aussi de voir avec son bailleur, d'expliquer, j'ai plus mes enfants et puis j'arrive plus à payer, et de voir avec le bailleur pour qu'il puisse trouver une solution et trouver un autre logement qui sera plus adapté. Adapté à la nouvelle composition de la famille et adapté aussi aux revenus de la personne. On a quand même énormément, parce que je suis aussi de l'autre casquette, je siège aussi dans des commissions d'attribution de logements et on le voit souvent, des personnes qui, on dit des seniors, qui, soit ça peut être un couple, mais ça peut être en plus une personne seule suite à un veuvage, qui se voit attribuer un logement qui va être adapté à la typologie de sa famille, quoi. Est-ce que tu as des solutions je crois qu'il y a des plateformes. Voilà, il y a afin d'obtenir des conseils sur la prévention des expulsions ou sur la procédure, lorsque celle-ci est commencée, il y a plusieurs plateformes téléphoniques qui peuvent être appelées. Il y a la plateforme Allo Prévention Expulsion. Alors, donc au 0810 001 505, gérée par la Fondation Abbé Pierre, donc qui va changer, à mon avis, de nom. Oui. Ils sont en train de travailler sur le sujet. Mais bon, ça n'enlève pas, quel que soit ce qui peut être reproché à l'Abbé Pierre, ça n'empêche pas non plus que la Fondation fait quand même un travail remarquable. Oui, absolument. Ça ne doit pas venir entacher ce que fait la Fondation. Donc les appelants sont informés et conseillés, puis orientés vers des relais locaux afin de rencontrer un juriste, de présenter leurs documents, d'engager des recours. Il y a la plateforme SOS Loyer Impayé au 0805 160 075. C'est un numéro gratuit à partir d'un poste fixe et c'est géré par l'Association nationale d'information sur le logement, l'ANIL. Donc, une mise en contact sera faite avec l'agence départementale, puisqu'il y a des ADIL dans les départements. Oui. Par exemple, sur notre secteur, c'est l'ADIL 54-55. Les 2 départements sont regroupés.
Je crois qu'il y a des départements où il n'y a pas d'ADIL. Je disais, il y en a dans tous les départements, parce que moi j'ai siégé à l'ADIL des Côtes-d'Armor, et je me rappelle qu'il y a plusieurs départements où il n'y a pas d'ADIL. Voilà, et c'est pour ça que le 55 est regroupé avec le 54. C'est en fait pour mutualiser aussi les forces, quoi. On peut également donc contacter une association de consommateurs, une association de locataires, la CLCV. Okay. Voilà, on peut venir nous rencontrer. Pour les impayés, par exemple, en matière de fourniture d'énergie, donc il y a le médiateur de l'énergie, national de l'énergie, qui a édité une fiche « J'ai des difficultés de paiement ». Et il faut savoir que sur la métropole du Grand Nancy, il y a un numéro dédié, alors je ne l'ai pas avec moi, qui est justement par rapport à des aides justement pour les problèmes de règlement de factures d'énergie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a les bailleurs qu'on peut contacter, il y a les assistantes sociales du conseil départemental, et puis il y a les CCAS également, quoi, hein. Mais en tout cas, le truc, c'est de ne pas faire l'autruche et de ne pas mettre la tête dans le sable, quoi. Si le locataire qui a des difficultés de paiement, alors on le sait qu'il y a des locataires quelquefois qui ne vont pas payer parce qu'ils ne veulent simplement pas mettre de l'argent dans le loyer, ça il y en a aussi. Ça il y en a. Il y en a, mais la majorité quand même des locataires qui ne payent pas leur loyer, c'est parce qu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus le payer. Et puis quand ils voient la dette qui s'accumule, c'est aussi de se dire à un moment donné, de toute façon je fais rien, je bouge pas, comme si à un moment donné ça n'allait pas les atteindre c'est le risque d'expulsion, quoi. Et c'est dommage quand un locataire en difficulté de paiement attend l'assignation au tribunal pour réagir. Moi, je l'ai eu une fois, une personne qui nous a contactés. Elle était à 10 jours d'être convoquée au tribunal pour une assignation. Parce que ça, c'est la première démarche au niveau tribunal. Bon, après, l'expulsion, elle peut arriver, mais beaucoup plus tard, quoi. Oui, et il faut pas non plus penser que l'assignation, ça va se faire du jour au lendemain. Hein. Voilà. Et quelqu'un qui a une assignation, il faut qu'il réagisse. Voilà, même quand l'assignation est passée, il y a toujours comme des possibilités d'arriver à trouver des solutions pour sortir de cet engrenage. Voilà, c'était ce que j'avais... Il y a aussi un truc que tu n'as pas cité, c'est le point conseil budget. Ouais. Il y en a pratiquement partout. Par contre, je ne suis pas dans la capacité de dire comment on fait pour trouver ce point conseil budget. Après, voilà, c'est toujours la chose de dire qu'il faut aller voir sur Internet, mais c'est pareil, hein, même pour avoir ça, ça peut être aussi de contacter le CCAS. Mais je pense une association de consommateurs. Voilà, une association de consommateurs, association de locataires. On doit trouver ça par Internet. Oui, tout à fait. De toute façon, on trouve tout sur Internet pour peu qu'on cherche bien. C'est un petit peu comme quand on fait un courrier. Si on veut une bonne réponse, il faut aussi faire un bon courrier. Exactement. Voilà, c'était une petite digression. Citoyens au quotidien sur RCN. Alors Sylvie, maintenant tu vas nous parler de quelque chose qui est assez important, parce que c'est tous les jours qu'il y a ce problème. Tu vas nous parler de l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Oui, donc c'est des sujets qu'on a déjà abordés, hein. On est souvent sur ces thèmes de cyber, ce qu'on appelle cybermalveillance, etc. Donc moi je voulais revenir sur l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Donc c'est en forte expansion quand même. Il y a plus 78% de cas en 2023 par rapport à 2022. C'est grave. Hein, quand donc c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, en reparler. Donc cette arnaque, en quoi elle consiste et comment réagir? Donc bon, il peut y avoir quelques variantes, mais en général, elle se déroule de la même manière. C'est-à-dire que le téléphone du consommateur sonne, et puis le pirate donc, se présente comme travaillant au service de lutte des fraudes de la banque du consommateur. Donc voilà, il dispose souvent de nombreuses informations concernant le consommateur et son compte. Afin de le mettre en confiance, il valide son identité. Donc, c'est-à-dire à la personne, il va lui dire, confirmez-moi ce que je vais vous dire. Donc, vous êtes bien monsieur untel, madame machin. Il vérifie aussi l'adresse, les coordonnées de carte bancaire, voire allant jusqu'au numéro de compte, quoi. Donc, ces informations, on peut se dire comment il a tout ça, parce que c'est ça qui fait. On se dit, si la personne a les informations de mon compte bancaire et tout ça, c'est que c'est forcément ma banque. Non. C'est une façon de valider, quoi.
Oui, puis ça met en confiance. Hein. Ouais. Donc les informations ont été préalablement dérobées par le pirate, par exemple via du phishing, de l'hameçonnage, donc, ou un malware. Enfin, toujours afin de mettre en confiance le consommateur, le pirate lui indique qu'il peut également vérifier sur son écran que le numéro qu'il appelle est bien celui de sa banque. Alors on se dit après, oui, je regarde, c'est bien le numéro de ma banque, donc c'est ma banque. Non, parce que maintenant, on peut modifier informatiquement le numéro de téléphone. C'est-à-dire que moi, je peux dire d'appeler quelqu'un avec mon numéro de portable et informatiquement, je modifie et je fais croire que c'est Christian Saquet. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, le pirate a modifié informatiquement le numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran. Et donc, on appelle ça du spoofing. Ça, c'était pas pour toi comme mot. Le pirate donc indique au consommateur qu'il est victime d'une tentative de prélèvement frauduleux sur son compte bancaire et que pour empêcher cela, il doit se connecter à son compte. En réalité, le pirate va amener le consommateur à valider des paiements frauduleux. Alors, face à ça, on est toujours pareil. On est attaqué et qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir et surtout réagir bien ? Donc, ce qu'il faut déjà, c'est... C'est-à-dire que la personne, elle est stressée. La personne, elle est stressée. On n'aime pas quand notre banquier nous appelle, parce qu'on se dit, punaise, j'ai plus d'argent sur mon compte. Et voilà. Il y a ça. Et puis, en plus, quand il vous annonce qu'on a été victime d'un piratage, etc., ça fout un peu la trouille. Et donc, on est stressé. Voilà. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils arrivent à nous faire n'importe quoi. Donc, il faut se méfier des appels et des messages SMS alarmants qui nous informent d'opérations frauduleuses sur nos comptes. Et il faut vérifier l'information par nous-mêmes en contactant notre banque par les moyens habituels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir avec la personne, c'est dire à la personne, écoutez, je vais appeler ma banque. Si j'appelle ma banque avec le numéro habituel, c'est forcément ma banque que je vais avoir en ligne. Il ne faut jamais fournir de mot de passe. Parce que quelquefois, la personne va vous demander de redonner le mot de passe, etc., pour vérifier si c'est bien celui qui a été pris. On ne donne pas de mot de passe, on ne donne pas de code, on ne valide en aucun cas des opérations dont on n'est pas à l'origine, même sous prétexte de les faire annuler. Donc on ne valide pas, on laisse tel que, et puis on voit avec notre banque. Par contre, si je suis victime, alors il faut faire opposition à notre carte bancaire sans délai. Il y a des opérations, on n'est pas obligé d'aller voir à la banque. Il y a même des opérations qui peuvent se faire, je dirais la nuit, quand notre banque elle est fermée, en déclarant sur notre espace personnel à la banque. Par contre, il faut vraiment avoir cet espace personnel. Donc, il faut faire opposition sans délai et il faut changer le mot de passe de notre compte bancaire en ligne si des escrocs y ont accédé ou si on soupçonne qu'ils l'ont fait. Ça, c'est pareil, on peut aussi changer le code d'accès. Il faut alerter notre banque des opérations frauduleuses identifiées pour en demander l'annulation, conserver les preuves, numéro de téléphone, message ou mail reçu, ordre de virement, relevé de paiement, etc. Et si la fraude porte sur notre carte bancaire, il faut signaler les faits sur la plateforme Perceval. Alors cette plateforme Perceval, c'est quelque chose vraiment de sûr, de carré. On va me dire, mais comment je fais pour trouver la plateforme Perceval ? C'est tout simplement en allant sur Internet et en indiquant dans le moteur de recherche plateforme Perceval. Et là, on va arriver sur justement cette fameuse plateforme sur laquelle je vais pouvoir signaler la fraude sur ma carte bancaire. Il faut déposer plainte aussi au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou encore par écrit au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession. C'est vrai que quelquefois, on va au commissariat de police et on veut simplement nous dire non, mais c'est peut-être pas la peine, et si et ça. S'ils sont d'accord ou pas d'accord, c'est pareil, ils doivent le faire, ils doivent prendre notre plainte. Parce que c'est la seule façon aussi, quand on porte plainte, d'avoir... d'avoir justice, quoi. Enfin, de pouvoir... Voilà. Après, il faut réaliser une analyse, un scan antiviral complète de nos appareils pour rechercher d'éventuelles infections qui auraient pu être à l'origine de la fraude. Cette inspection, ce scan, on peut le faire également sur notre smartphone. On a juste à choisir, vérifier par rapport au virus, et c'est la bécane qui fait tout seul. On n'a pas après à faire quoi que ce soit. Donc voilà, soyez vigilants. Ne cédez jamais à la panique. Il ne faut jamais réagir sans avoir réfléchi, quoi. Voilà. Très bien. Très bien. C'est bien. Ça, j'ai un bon point.
Avant que tu fasses le jeu. T'as l'agenda ? Ouais, l'agenda, c'est un tout petit agenda. Hein. C'est pour donner à nos auditeurs les horaires des déchetteries du Grand Nancy à compter du 1er novembre. C'est, je dirais, c'est comme les cimetières ou c'est comme l'heure d'été, l'heure d'hiver. Il y a des horaires dans les déchetteries. Et à partir du 1er novembre, les horaires, donc les déchetteries ferment à 17h30 au lieu de 18h30. La seule qui reste ouverte jusqu'à 18h30, c'est la déchetterie à Nancy, qui est près de la rue Marcel Brault, qui garde, elle, son horaire. Et une information complémentaire, les déchetteries seront fermées les 25 décembre et 1er janvier, parce que c'est pareil, tout le monde a le droit de participer aux fêtes de Noël, y compris les salariés qui travaillent dans ces déchetteries, et elles fermeront plutôt le 24 et le 31. Très bien. Quelques petites infos pour que nos auditeurs puissent nous trouver facilement. Alors là, tu n'as plus beaucoup de temps, il faut que tu fasses vite. Alors, je vais d'abord donner les permanences sans rendez-vous. Ouais. Sont le mardi et le jeudi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Il y a une permanence aussi le mercredi après-midi qui va de 14h30 à 17h. Mmh. Pour ça, pour venir nous voir, ouais. C'est notre siège est au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin, à Malzéville, 54 220. C'est l'arrêt Stan de la ligne 13, c'est l'arrêt Alexandre Ier. Donc là, il y a juste à traverser la route, parce que c'est juste en face. Sinon, on peut recevoir aussi des gens avec rendez-vous, en dehors de ces permanences. De ces permanences, c'est pour donc, s'adapter. Donc, il suffit de téléphoner au 03 83 29 10 96. Je répète, 03 83 29 10 96. Et de bien signaler votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Voilà. Ou une adresse mail. Voilà. Mais n'oubliez pas, parce que quand on nous demande de vous rappeler, et qu'on n'a pas de... si vous ne mettez pas le numéro de téléphone, on ne peut pas vous rappeler. Voilà, même avec la meilleure volonté du monde. Donc on peut prendre rendez-vous aussi sur l'adresse mail malzéville@clcv.org. Puis si vous voulez en savoir plus sur la CLCV, vous faites www.clcv.org. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Eh bien, si nous avons une page Facebook. Voilà, c'est simplement CLCV Malzéville Saint-Max. Normalement, juste sur la page Facebook, on peut aussi demander rendez-vous. Hein. Oui. On n'en a plus beaucoup. J'en ai pratiquement plus qui passent par la page Facebook pour nous contacter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des contacts. Alors, puis c'est surtout qu'on arrive à la fin. Ah bah oui. Donc on va dire au revoir. On sera pas diffusé. On va dire au revoir à nos auditeurs. Oui. Bah, je te laisse faire. Au revoir Sylvie, au revoir Jean-Luc, merci pour la technique. C'est la technique. Si Jean-Luc n'était pas là, on ne ferait rien. Et à bientôt. À bientôt, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org